Bonjour. Bonjour Monsieur Colinx, comment ça va? Ça va, merci et vous. Super, super. Pouvez-vous vous présenter succinctement? Oui, alors je m'appelle Salman Badri. Euh, j'ai habité à Lons-le-Saunier il y a 2 3 ans. Actuellement, je suis à Dijon. Je suis dirigeant d'entreprise. Mon entreprise, ça s'appelle Badri Construction. Je suis président de l'association Talent BFC. Et voilà. Quel est votre parcours personnel? Alors mon parcours personnel, depuis que je suis en France, voilà, j'ai passé un bac économique et social. Ensuite, j'ai eu une petite expérience en Angleterre où j'ai appris l'anglais, puis j'étais dans les études, j'ai fait de tout ce qui est business management. Et ensuite, je suis revenu en France et j'ai créé ma société dans le bâtiment. Et, euh, et puis l'association Talent BFC très récemment pour tout ce qui est culturel et social. Selon vous, que représente la jeunesse actuelle? Alors aujourd'hui, la jeunesse actuelle, surtout en France, c'est compliqué de la mettre dans un cadre, mais on a différentes jeunesses. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la jeunesse, elle prend part à la société, elle commence à prendre de l'importance et les politiques et, euh, et les professionnels, ils sont très intéressés à la jeunesse parce que c'est plus la même jeunesse que dans les années 80-90. Aujourd'hui, ils veulent être écoutés et puis ils veulent pas toujours, ils veulent pas donner, dire ce qu'ils pensent, mais ils veulent être compris parce que bah aujourd'hui, voilà, il y a différents types de jeunes et des fois on met des types de jeunes. Il y a une jeunesse qu'on met dans un cadre et ils comprennent pas pourquoi ils sont dans ce cadre et pas dans un autre, mais ils comprennent même pas pourquoi ils devraient être dans un cadre. Mais je pense qu'aujourd'hui en France, la jeunesse, c'est une jeunesse dont on peut être fier parce que dans pas, peu importe où j'ai vécu, en France, j'ai vu un type de jeunesse qui essaie d'améliorer leur vie par l'école, par le travail, et surtout ils essayent d'améliorer la vie des autres, et des fois sans demander une contribution. Et je suis beaucoup touché par la jeunesse, parce que moi de même je suis un jeune, et surtout par rapport au pays où j'ai vécu, il n'y a qu'en France où je vois que les jeunes ils essaient de faire des choses, de mettre en lumière des mouvements, où ils font naître des mouvements pour les jeunes et pour les adultes et pour la société en général. Moi je suis très fier de la jeunesse dont je fais partie. Alors, vous avez dit que vous avez vécu dans plusieurs pays européens. Oui. Lesquels? Alors j'ai vécu en Italie avant d'habiter en France, puis j'ai habité en Angleterre. Voilà, j'ai fait ces deux pays. Dans les deux, j'ai étudié, j'ai travaillé, et voilà. Et quel est l'accueil qui vous a été réservé en Italie et en Grande-Bretagne? Alors, peu importe où j'ai habité, soit en Italie, soit en France, soit en Angleterre, je pense que ça dépendait beaucoup de moi. Moi, j'ai toujours essayé d'être quelqu'un d'exemplaire, soit en classe, soit dans la société, et j'ai toujours été très bien accueilli, peu importe le pays où j'étais. Quel est votre avis sur les médias mainstream? C'est-à-dire TF1, France 2, BFM TV, Canal+, CNews, etc. Bah, ces médias que tout le monde connaît, euh, depuis que je suis en France, c'est les médias qu'on écoute le plus. Mais ces dernières années, on commence à voir des nouveaux médias qui commencent à, à naître et qui donnent des avis un peu, pas toujours les mêmes qu'on a à la télévision. Après, des fois, c'est parce qu'aussi la télévision ne peut pas donner tous les aspects d'une information. Mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir des médias un peu digital et des médias à la télévision. Et je pense que pour avoir un avis très concret, il faudrait voir par rapport à un type d'information, voir les médias et voir ce qu'ils disent à la télé, ce qu'ils disent sur Internet. Et puis voilà, nous on est des Français, on a le côté critique, donc on arrive à faire, on arrive à comprendre nous-mêmes des choses que même des fois ils ne veulent pas nous faire comprendre. Alors, pour vous, quelle est la différence entre les médias mainstream et les médias alternatifs? Facebook, YouTube, Twitter. Moi, je pense que les médias digitales, peu importe qui, demain peut ouvrir une chaîne YouTube ou bien faire un site internet et interviewer des gens et être sur le lieu de, sur le lieu sur le lieu où l'information, où la chose se passe et avoir différents avis. Alors que sur la télévision,
voilà, il y a une hiérarchie, il y a des journalistes, et du coup, voilà, il y a une politique d'information qui doit être respectée. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un mélange des deux pour avoir un avis sur une information. Voilà, sur une information. Euh, Avez-vous vu le documentaire de Pierre Barnerias, Hold Up? Oui, c'est un documentaire que j'avais vu, je crois, il y a 3 4 mois. Et voilà, c'est un documentaire où beaucoup de personnes avaient des avis sur ce sujet. Et puis c'est quelque chose d'intéressant du point de vue de la société, de voir un documentaire qui dit pas la même chose qu'on entend toujours à la télévision. Après, est-ce que les propos qui sont dits sont vrais, ils sont pas vrais? Je pense que ça, c'est les gens qui sont dans le domaine, qui sont tous les jours qui sont des spécialistes de la santé ou de la politique, qui doivent juger par rapport à ce qui a été dit. Nous, on a regardé le reportage. Voilà, chacun de nous, il a un avis dessus, mais à la fin, on va se référer aux professionnels de la santé ou de la politique pour avoir, pour qu'ils disent, pour avoir un avis. Quelle différence pour vous y a-t-il entre les médias mainstream, TF1, Canal+, France 2, etc., et les médias alternatifs, Facebook, YouTube et Twitter? Je pense que la différence entre les deux, c'est que les médias traditionnels, la télévision, les journaux, ils ont une hiérarchie à respecter. Donc l'information, avant d'arriver au public, au grand public, elle doit être bien prise au sérieux avant de la mettre au grand public. Alors que sur les médias digitales, on a peu importe qui demain peut devenir un journaliste. Et du coup, il faut faire attention à toutes les informations qu'on entend sur Internet. Pas tout est juste, pas tout est faux. Et je pense que pour une société comme la nôtre où la liberté d'expression est très importante, il faut écouter les deux versions et puis chacun de nous et regarde il se fait son avis propre à l'information. Justement, une information relayée quotidiennement par les médias, c'est le Covid-19. Comment avez-vous vécu la crise du coronavirus? La crise du coronavirus, c'est une crise sanitaire que je l'ai pas vu venir quoi. Je l'ai pas vu venir. C'était un gros choc. Je pensais, j'ai jamais, je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup de choses par mon travail, par ma vie, mais cette crise, je l'ai pas vu venir. Du coup, par rapport aux informations, eh ben, on a dû écouter ce que les spécialistes ils nous ont dit. Des fois, c'était des choses qui étaient vraies, des fois, c'était des choses que on pouvait dire peut-être pas tout de suite, mais à la fin, voilà, on a fait confiance aux médias, et puis voilà, et je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels de la santé, ce qu'ils nous disent de faire. Et voilà, mais c'est pas très facile ce moment qu'on vit. Et je pense que les Français et puis toutes les sociétés dans le monde doivent être soudées face à ce problème sanitaire. Alors, quel est votre avis sur le professeur Raoult? Alors le professeur Raoult, il y a deux aspects de ce personnage. Il y a l'aspect médical, donc il nous dit des choses nous dit des choses que pas tous les professionnels de santé nous disent. Donc voilà, ça reste aux professionnels de la santé de juger si c'est vrai ou pas. Après, il y a le côté médiatique, et moi je pense que ça c'est exceptionnel parce qu'il n'y a qu'en France qu'on peut avoir quelqu'un qui est contre tous les médecins de l'État, mais par contre on le laisse parler. On va pas le mettre en prison, on va pas l'interdire de parler. Il a même rencontré le président. Donc je pense que c'est un exemple pour le monde entier qu'en France on a une liberté d'expression, même si elle est contre ce que l'État dit, on le laisse parler, on le laisse penser ce qu'il pense, et puis après l'État fait ce qui est meilleur pour son peuple. Et donc voilà, moi je respecte le professeur Raoul et aussi tout ce qui est autour, tout ce qui est médiatique autour de lui. Après moi je fais toujours confiance à ce que nous dise l'État avant tout. Quand l'État nous disait que les masques étaient inutiles, parce qu'il n'en avait pas, quand il nous a fait voter au municipal, qui nous incitait à sortir et à vivre une vie normale, et qu'on voit qu'aujourd'hui, il faut attendre un contrôle pour exécuter un ordre, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils font le contraire ou disent le contraire de ce qu'ils ont affirmé la veille. Comment peut-on faire encore confiance à ces gens-là? De toute façon, pour refaire confiance, il faut que la confiance elle soit demandée.
Et la confiance, elle est demandée lorsqu'il y a les élections. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement qu'on a, c'est un gouvernement qui n'a jamais eu ce type de situation en face et que tout est nouveau pour lui. Il doit prendre des décisions très vite. Moi, je pense que voilà, tout le monde essaie de faire le meilleur pour son peuple. Il n'y a pas un président, il y a pas un roi dans le monde qui va faire que son peuple soit mal dans ce type de situation. Mais c'est assez spécial comme situation. C'est compliqué de demander à un gouvernement de prendre des bonnes décisions au bon moment lorsqu'on n'a jamais eu d'expérience dans le passé. Et surtout qu'aujourd'hui, on a un président qui est assez jeune. On a des ministres qui ne sont pas tous des ministres qui ont de l'expérience. Mais je pense qu'il faudrait plutôt se référer à la politique locale. Et par rapport à cette crise, on a vu que les municipalités, ils ont pris un peu plus d'importance au niveau de l'État. Et soit à Dijon, soit à Lons, j'ai vu que voilà, il y avait des gens qui ont pris ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris des décisions qui n'étaient pas toujours propres à l'État. Et on essaie de s'en sortir comme on peut au niveau de cette crise sanitaire. Et est-ce que vous allez vous faire vacciner? Après le vaccin, je pense que dans chaque pays au monde, il y a des lois, il y a des choses qu'il faut respecter. Si aujourd'hui on habite en France, il faut respecter les lois de la France. Et si la loi nous dit qu'il faut nous vacciner, on va se vacciner. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu des personnes politiques se vacciner. Et moi personnellement, je ne m'y connais pas beaucoup en tout ce qui est santé, tout ce qui est vaccin. Mais je fais confiance à l'État par rapport au vaccin, comme les autres vaccins qu'ils ont suivis. Si on les a fait, pourquoi on ne va pas faire celui-ci? Après, bon, là, on a 3 types de vaccins. Lequel, ça sera le mieux? On en a essayé un, j'ai vu on avait arrêté de vacciner les gens. Et je pense que si c'est l'État il veut notre bien, lorsqu'ils vont trouver le bon vaccin, c'est là qu'on va vacciner la masse, toute la France entière. Là, par rapport au vaccin, on n'est pas beaucoup vaccinés au niveau de la France. Je pense même pas si on est à 5%. Mais si l'ordre de l'État vient qu'il faut se vacciner, ben on se fera vacciner. Et moi je demanderai des avis par rapport au vaccin et puis je prendrai celui-là qui aura moins de risques. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Pensez-vous qu'avec le vaccin, on retournera à la vie d'avant, à une vie normale? Je pense que cette crise sanitaire, c'est un peu comme un divorce avec notre premier amour. C'est compliqué de retourner à une vie normale. Mais moi, j'ai un espoir, c'est que après le vaccin, on pourra se ressortir, ouvrir les restaurants, ouvrir les théâtres, comme le beau théâtre qu'on a dans ce Saunier, et avoir une vie pas normale, mais essayer d'oublier un peu petit à petit. Et je pense d'ici quelques années, je pense que oui, on reviendra dans une vie un peu normale. Il y aura quelques changements dans la société, mais ça sera quelque chose. C'est un peu comme la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui l'ont faite, ils l'oublieront jamais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils vivent quand même une meilleure vie que la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, j'espère que ça va vite finir et puis on essaiera d'avoir une vie à peu près normale. Comment voyez-vous les prochaines élections présidentielles de 2022? Alors, les prochaines élections, ça va être vraiment spécial parce qu'on n'a jamais vécu des élections après une crise une crise mondiale sanitaire. Donc, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y aura des surprises. Peut-être qu'il y aura un nouveau Macron qui va ressortir. Peut-être que ça sera un peu comme les États-Unis. Peut-être que ça sera quelqu'un qui sera issu de l'immigration. Peut-être qu'on aura quelqu'un. Peut-être qu'on refera confiance à la gauche. Peut-être qu'on ira vers la droite. Peut-être que ça sera le milieu. Mais je pense que ça sera un peu comme la Coupe du Monde. On ne connaîtra pas le résultat jusqu'au dernier jour. Mais que pensez-vous du vote par correspondance ou du vote électronique? Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait être mis en place dans les années à venir. Parce que les gens sont de plus en plus sur Internet. Et je pense que tout le monde a un avis sur les politiques. Tout le monde a un avis sur les politiques, sur les personnes politiques. Mais pas beaucoup de personnes vont l'exprimer dans les urnes. Pardon. Et du coup, je pense qu'il y a des gens, ils ont des avis, mais ils se déplacent pas le dimanche pour aller voter. Et si on arrive à leur donner la possibilité de voter en ligne, sur Internet, je pense qu'il y aura un peu plus de gens qui vont aller voter, je pense, ouais. Et du coup, on aura un peu plus
la vie du peuple par rapport à nos politiques. Je pense que ça serait une belle chose. On aura plus de jeunes qui y voteront, je pense, ouais. Justement, le problème qu'on a vu émerger pendant les élections présidentielles, c'est le risque de fraude qui a été la grande question. En France, ça a été aboli dans les années 70 parce que justement, il y avait un risque de fraude. Oui, après, le risque de fraude. Demain, on conduit, on a un risque de faire des accidents. Donc le risque, il sera toujours là. Et c'est à nous de voir le risque où il se trouve et avoir des personnes qui gèrent ce risque au niveau digital. C'est normal, c'est un peu comme les paiements sur Internet. Il y a des risques de se faire, de se faire avoir, d'avoir nos informations bancaires de quelqu'un extérieur peut les avoir, mais c'est pas c'est pas parce qu'il y a ce risque-là qu'on va arrêter d'acheter en ligne. C'est bon, c'est Alors le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose que j'entends depuis que je suis petit. Donc moi, je suis un jeune de la Bourgogne-Franche-Comté. Je suis plutôt focalisé sur la politique locale parce que c'est ce qui me concerne. Et je pense tout ce qui est ordre mondial, il faut demander ça aux personnes qui sont vraiment à l'intérieur de la politique régionale ou bien nationale. Eux, je pense peut-être qu'ils auront entendu parler de ces choses-là. Moi, à mon niveau à moi, je suis intéressé que par ma ville, par ma région, par mon département, par ma société Badri Construction et Talon BFC. Et j'essaie de faire tout pour que j'ai de l'impact au niveau régional et que je puisse aider le maximum de personnes. Voilà. Ok. Si je vous parle des États-Unis d'Europe, qu'est-ce que vous entendez par là? Les États-Unis, c'est un grand pays qui influence le monde. Moi, de mon côté, ça m'a influencé depuis que je suis tout petit. Et par rapport à mon association Talon BFC, si on n'avait pas accès aux réseaux sociaux qui viennent justement des États-Unis, on n'aurait pas pu en être là et aider plein de jeunes à se faire connaître dans la région. Mais aujourd'hui, oui, les États-Unis, ils influencent d'une manière incroyable au monde, des fois d'une manière positive, des fois d'une manière pas très positive. Mais je pense que ouais, les États-Unis, ils ont ramené beaucoup de choses à l'Europe, beaucoup de choses dans le monde. Et aujourd'hui, peu importe où on habite en Europe, on voit qu'il y a des influences des États-Unis. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut prendre des États-Unis, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre, parce que quand même on a une culture en France. Chaque pays, il a un savoir-être, un savoir-vivre. Et je pense qu'il faut prendre les meilleures choses des États-Unis et pas tout prendre comme ça. Voilà. Le mot pour la fin, je remercie la chaîne YouTube l'UPR de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Des fois, on ne partage pas toujours les mêmes visions politiques, mais on partage une seule chose, c'est la liberté d'expression. Et ça, il faut le protéger parce qu'on est des Français. Et en France, on tient à cette liberté-là. Et je remercie au nom de tous les jeunes de nous avoir donné la parole sur les différents sujets politico-sociaux. Et je suis très content de revenir à Lons-le-Saunier, la ville qui m'a éduqué, la ville où j'ai été scolarisé. Et je remercie tous les gens de la ville. Et puis à vous, Monsieur Kulinx, de m'avoir interviewé. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être rendu disponible ce dimanche. Et voilà, bonne continuation à tout le monde.